Pourquoi en Guyane il faut se battre pour obtenir ce qui est élémentaire à l'Hexagone? C'est la question posée par le syndicat UTG-CGT sur une lettre ouverte adressée au président de la République. Il est prévu qu'avant le 1er avril, un hélicoptère dédié au secours arrive dans le département. Une bonne nouvelle, ou presque. Contrairement à tous les autres territoires de la France, l'appareil de la Guyane serait de la couleur du drapeau français et pas rouge et jaune. Cette différence au niveau de la couleur pourrait suggérer que l'engin sera utilisé pour d'autres missions que les secours. Selon le syndicat UTG-CGT, un hélicoptère bleu-blanc-rouge pourrait être confondu avec celui utilisé par la police ou l'armée et mettre en danger la vie de ses occupants. On nous annonce un hélicoptère qui sera peint bleu-blanc-rouge pour la mission de secours, ce qui nous paraît une vaste blague, une aberration parce que ça n'existe pas dans l'Hexagone. Donc si on nous donne un hélicoptère bleu-blanc-rouge pour des missions sur les secteurs qu'on connaît en Guyane, ça nous met en danger. Un hélicoptère dédié au secours est attendu depuis plusieurs années dans le département. En 1999, un rapport de l'inspection de la sécurité civile a réclamé sa mise en place, mais la demande avait déjà été faite par les pompiers depuis bien avant. Une de ses principales missions sera d'apporter les secours dans des communes éloignées du département. L'engin de secours devra arriver au sol guyanais en début avril. Il faudra donc attendre pour voir s'il sera jaune et rouge ou si la Guyane sera encore terre de l'exception et recevra le premier hélicoptère de secours du pays de la couleur du drapeau. Retour sur l'affaire du petit Jimmy. Le mardi 14 janvier 2014 se présente au commissariat de Cayenne un monsieur, accompagné d'un jeune enfant. On saura plus tard qu'il s'agit du jeune Jimmy, âgé de 4 ans. Il dit l'avoir découvert aux alentours du quartier Mongo et le déposer au commissariat de police afin qu'il soit pris en charge. Un appel à témoins a alors été mis en œuvre dès vendredi sur la presse écrite et une chaîne télévisuelle. Très rapidement, de nombreux auditeurs se sont rapprochés du commissariat de Cayenne et les investigations ont pu démarrer en flèche. En flèche, pourquoi? Car plus d'une centaine d'appels, des appels fondés, d'autres infondés, mais nous ont permis de vraiment avancer dans le cadre de cette enquête. Très rapidement, on se rend compte que le passant qui aurait découvert le jeune Jimmy au quartier Mongo ne serait pas une autre personne que son frère. Je dis bien ne serait pas une autre personne que son frère, car nous n'avons pas de pièce d'identité du jeune Jimmy. Donc on ne sait pas exactement il est le frère de qui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il connaissait très bien le passant qu'il a déposé, que ce passant aurait été le petit frère d'un premier auquel la mère de Jimmy vivant au Suriname ou au Guyana aurait laissé la garde. Le premier grand frère serait parti à Paris, aurait confié la garde au deuxième petit frère, celui qui l'amène au commissariat de police de Cayenne. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Les autorités ont une famille qui aurait abandonné Jimmy, mais qui expliquerait ce geste par des conditions de vie peu décentes à accorder au jeune garçon. En conséquence, en le déposant au commissariat, on lui assure un avenir meilleur. Les parents, dans tous les cas, peuvent avoir recours à des assistants sociaux, de façon à pouvoir essayer d'envisager une solution et une structure familiale plus saine et plus adaptée à l'éducation de l'enfant. Fuir ainsi ses responsabilités peut-il rester impuni? La charge des enfants incombe aux parents. Dans le dossier de Jimmy, la difficulté est d'importance car on ne sait pas qui sont ses véritables parents. Moi j'ai un petit Jimmy, on appelle Jimmy X, ce petit enfant de 4 ans, mais je ne sais pas quelle est sa filiation établie. Donc de là à poursuivre le grand frère, entre guillemets, qui le ramène au commissariat pour pouvoir lui assurer un avenir meilleur, je crois qu'on n'est pas du tout dans cette vision de l'esprit. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est puni et répréhensible d'un point de vue légal et qu'il existe d'autres solutions, notamment qu'on n'est pas capable de s'occuper d'un point de vue soit financier, soit même sécurité de ses enfants. Le mieux, c'est de contacter les services appropriés, de prendre contact avec une assistante sociale afin de trouver des solutions plus adaptées. Des conventions vont être mises en œuvre avec le Suriname, avec le Guyana, car il est très très important qu'on retrouve la mère de Jimmy, car il est arrivé dans des conditions particulières sur le département de la Guyane et il va falloir qu'on nous explique comment il est venu en Guyane. Les investigations sont en cours pour pouvoir identifier, localiser et entendre la mère. De deux choses, soit l'enfant, c'est son enfant, et à ce moment-là, on pourrait la poursuivre pour un délaissement de mineur hors d'état de se protéger, soit ce n'est pas son enfant et il faut qu'elle nous explique comment elle a eu en main cet enfant, un risque de poursuite pour enlèvement d'enfant. La maman risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. En cas d'enlèvement, la femme risquera alors 5 ans de prison.
Avec des peines pareilles, maman ou pas, il va sans doute être difficile de la retrouver. De la première Ariane à Soyouz et Vega, en passant par les différentes versions du lanceur européen, l'histoire spatiale en Guyane s'est construite au fil des lanceurs et des aventures humaines. Le bilan de l'année 2013 est particulièrement impressionnant, avec des avancées dans tous les domaines d'activité du CNES. Au-delà de sa mission principale liée aux activités spatiales, le CNES s'engage avec l'État, la région, les collectivités locales et les acteurs économiques dans tout le développement économique diversifié de la Guyane. La Guyane, c'est une chance pour l'Europe parce que la Guyane offre ce territoire entre Amazonie et Océan Atlantique où l'activité spatiale a pu se développer, a pu s'intégrer. Le CSG est en train de s'enraciner dans l'écosystème de la Guyane et grâce au CSG, nous développons une activité, une véritable industrie spatiale qui se trouve ici, en Guyane. Nous apportons des compétences qui sont développées et mises au service de la Guyane. Et enfin, le CNES, parce que c'est un établissement public, intervient dans des formes de soutien au développement économique de la Guyane. Et nous mettons à disposition de la Guyane toute notre expertise pour qu'elle se développe et qu'elle engage le 21e siècle, qui est déjà bien engagé d'ailleurs, avec toutes les chances pour elle. 2014 s'annonce comme exceptionnel pour le CNES et les avancées spatiales. Avec Rosetta aux abords de la comète Churyumov, c'est aussi cette année que se jouera l'avenir de l'Europe spatiale lors de la conférence de Luxembourg en fin d'année. Écoutez, en 2014, le CSG sera au mieux de sa puissance, de sa forme, puisque nous préparons à faire des lancements et des lancements à cadence soutenue. Donc ça, c'est la première mission, mais aussi le CSG se prépare à l'avenir avec une adaptation de ses installations, avec une rénovation où on va mettre en place des systèmes innovants pour pouvoir préparer et devenir de plus en plus compétitif dans la compétition internationale qui se prépare. Et donc le CSG, c'est un atout important. C'est ce qui permet à l'Europe d'accéder à l'espace. Et grâce au CSG, un CSG performant, fiable, disponible, réactif et sûr, on pourra comme ça développer notre activité spatiale qui va se développer au bénéfice de l'Europe, mais aussi et surtout au bénéfice de la Guyane. 2014, une chance pour l'Europe, ponctuée de rendez-vous. Elle sera aussi marquée par la présence du CNES dans les grands événements professionnels internationaux. Le CNES pourra ainsi continuer à mettre en valeur l'importance de l'espace, tant du point de vue économique que stratégique et sociétal. Les dernières semaines ont été difficiles pour l'administratrice provisoire du pôle universitaire de Guyane. Et la situation est pire qu'elle ne l'était avant parce qu'aujourd'hui, c'est l'élément qui doit mettre en œuvre cette université qui constitue un élément rédhibitoire, à savoir Mme Anne Corval. Donc, dans la mesure où rien n'est fait, j'ai moi-même appelé le préfet et je lui ai dit que Mme Corval n'est pas la personne de la situation et qu'il est important que l'État constate cela. Et si Mme Corval n'a pas les moyens, en tout cas en termes de compétences et de capacités pour assumer cette mission, qu'elle le dise et qu'elle s'en aille. 2 mois après la signature du fameux protocole de fin de grève et aucune avance pour la création de l'université de plein exercice du département. C'est ce que l'intersyndicale et le collectif d'étudiants reprochent à Anne Corval. Mais les critiques ne s'arrêtent pas là. Les anciens membres du mouvement gréviste questionnent le choix des interlocuteurs, des adversaires déclarés du mouvement, Jean-Marie Fausting et René Dorville. Les liens entre l'administratrice et les 2 membres de l'institution seraient regrettables et mettraient en difficulté l'avenir du pôle. Un dernier point de divergence serait la mise en place du attendu directoire. La liste des noms déposés par l'intersyndicale a été refusée et la liste de l'administratrice est loin d'être celle des rêves de l'intersyndicale, car aucun membre du mouvement des grévistes n'a été cité. Pour mettre plus d'huile dans le feu, Anne Corval a refusé qu'un membre de l'institution accompagne le président du Conseil général dans une mission à l'Hexagone. Je reproche à Mme Corval d'être un élément bloquant pour la mise en œuvre de cette université. Je reproche à Mme Corval d'avoir été absente totalement, de façon absolue, depuis qu'elle a été nommée administratrice provisoire. Je reproche à Mme Corval de faire du surplace.
Je reproche à Mme Corval, en tout cas, de ne rien faire pour que cette université soit mise en œuvre. Et je serais même tenté de dire, je soupçonne Mme Corval de tout mettre en œuvre pour que cette université ne soit pas mise en place. Dans un communiqué adressé à la presse, Anne Corval se dit surprise des accusations. Jamais il ne se serait écoulé aussi peu de temps entre la décision de création d'une université et sa concrétisation par un décret, explique l'administratrice. Elle profite pour annoncer que le décret sera présenté en début février. L'université de plein exercice de Guyane devra être créée en 2015 ou au plus tard en 2016. Mais pour cela, il faudrait déjà commencer les fondations. Quant à la création du directoire, les portes sont ouvertes aux négociations. En ce qui concerne les étudiants, la situation ne s'est pas vraiment améliorée après la grève. Plusieurs infrastructures ont été mises en place, telles que la bibliothèque. Mais la vie à l'université reste loin de l'idéal. Les examens débuteront lundi, même si dans certaines filières les cours ont démarré il n'y a que quelques jours. Une nouvelle grève est envisageable. Ce soir à 19h, le collectif d'étudiants et l'intersyndicale se réunit à l'UAG pour décider quels seront les prochains pas. Les consommateurs guyanais encaissent la plus hausse des prix pour l'alimentation, plus 3,6%, poussé par le prix des produits frais, plus 11%. L'indice a fléchi de 1,3% d'octobre 2012 à octobre 2013. Les produits frais ont beaucoup augmenté. Notre département connaît la plus hausse des prix des départements d'outre-mer. Pour lutter contre la vie chère, l'Observatoire des prix, des marges et des revenus travaille sur le bouclier qualité-prix, une liste de 80 produits de première nécessité. Le plafond du caddie bouclier qualité-prix, à savoir 350 €, n'a pas été dépassé depuis sa mise en place en mars 2013. Ce qui est inquiétant pour IFC Que Choisir, qui propose tout autre chose. Écoutez la présidente Monique Gouard. De toutes les manières, si les prix ne baissaient pas dans le département, nous allons dire aux familles, et nous sommes clairs dans nos propos, d'aller chercher les produits ailleurs. Vous savez, au Suriname, vous avez des produits aux normes européennes qui sortent de la Hollande. Donc, aux réponses du président de la République qui a demandé aux familles est-ce qu'on ne pouvait pas aller chercher les produits ailleurs que la Guyane? Oui, nous pouvons aller le chercher au Suriname. Donc, nous disons à la grande distribution aujourd'hui que s'ils n'arrivent pas à trouver des solutions pour les Guyanais, nous allons faire une campagne d'aller chercher les produits autrement. Quand vous avez, par exemple, un kilo de citron qui vous coûte 5 €, un autre kilo de citron qui vous coûte 2,50 €, le consommateur lui-même, il regarde les 5 €, puis les 2,50 € et il regarde les 102, il y a 4 enfants. Donc il se dit, moi je vais le chercher à 2,50 €. Vous ne pouvez pas mettre des prix élevés et dire, soyons chauvins. On ne peut pas. La consommation locale et la survie des entreprises guyanaises est loin d'être le cadet des soucis de Madame Gouard, qui dit s'intéresser, dit-elle, au porte-monnaie des ménages.